Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. C'est l'heure de notre rendez-vous vue de haut avec notre journaliste partenaire Didier Maisto. Bonjour Didier Maisto. Bonjour à tous. Et nous recevons ce matin Claire Koch, journaliste et auteure d'un livre intitulé « Le jour où je me suis convertie », paru aux éditions Plomb. Un livre témoignage sur sa conversion au catholicisme et une réflexion poussée sur l'identité chrétienne de la France, son devenir, sur ce qui pousse aujourd'hui la société à renier ses traditions, ses valeurs et à marginaliser la foi chrétienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors nous allons évidemment évoquer ce nouveau livre, mais je voudrais rappeler qu'il y a 2 ans, vous avez publié un autre livre intitulé « Claire, le prénom de la honte » aux éditions Albin Michel. Et dans ce livre, vous évoquiez une première conversion en quelque sorte, puisque vous racontiez votre propre assimilation. C'est une sorte de déclaration d'amour à la France qui vous a valu un certain nombre de critiques et de menaces. Vous avez même été placé sous protection policière, si je ne m'abuse. Et malgré tout, vous avez tenu bon, vous n'avez jamais cessé de clamer votre attachement à cette nouvelle patrie et vous êtes devenu, ça c'est moi qui le dis, mais on ne peut pas penser autrement lorsqu'on vous le lit, vous êtes devenu un témoin, un visage et la voix d'une France qui peine à s'assumer, d'une France de sang, d'une France enracinée, mais qui a abandonné son idéal, sa foi, sa vocation et son espérance. Et vous, non seulement vous devenez française par amour, mais en plus vous le portez au regard et à la conscience des autres. Alors merci déjà. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire et plus encore de le vivre. Et il faut bien que je vous pose des questions. Donc, pouvez-vous nous raconter cet élan, je pense qu'on peut le dire comme ça, cet élan amoureux pour ce pays d'adoption qui est devenu la France ? Eh bien, en fait, moi, j'ai été élevée dans une famille d'origine étrangère, immigrée, qui arrivait du fin fond de la Turquie. Mes parents étaient bergers. Et donc, je suis arrivée à l'âge d'1 an en France. Et au départ, mes parents commençaient à faire des efforts pour s'intégrer, à apprendre le français. Et à partir du moment où l'antenne parabolique est arrivée chez nous, ça a vraiment tout fait basculer. Mes parents, ça a mis un coup d'arrêt net dans l'apprentissage du français et de l'intégration à la culture française chez mes parents. Delon, Belmondo, qui étaient présents à la télé le soir, ont disparu pour des programmes télé ou de divertissement turc. Et en fait, mes parents voulaient nous élever, moi et mes frères, comme des Turcs à part entière sur tous les pans de notre vie. Mais vivant en France, c'était compliqué, notamment pour moi. C'est-à-dire qu'ils voulaient que je sois turque, ça c'était leur transmission, j'avais aucun problème avec ça. En revanche, ils m'interdisaient d'être française aussi. Mais il n'y avait pas seulement mes parents, et c'est en cela que je racontais l'importance de mon premier livre, c'est que mon entourage amical était composé de Français de longue date, si je puis dire. Et en fait, ils tenaient les mêmes discours de non-intégration que certains membres de ma famille lorsqu'ils me disaient que, en voulant me sentir française, en voulant devenir française, eh bien, je trahissais mes origines. Et je trouvais ça terrible parce que j'avais fait ce constat. Je me disais, mais est-ce que c'est mal d'être français ? Et pour ce deuxième livre que j'ai écrit un peu plus tard, qui est sur une question beaucoup plus intime, qui est celle de la foi, j'ai beaucoup hésité avant de l'écrire, mais je trouvais, voilà, je l'ai écrit parce que j'ai l'impression aujourd'hui que dire qu'on est catholique ou qu'on s'est converti au catholicisme, c'est mal. Voilà, c'est pour cette raison-là que je l'ai écrit. C'est un appel à la tolérance et c'est surtout un livre sur la liberté de conscience dans ce pays qui se dit, dans notre pays qui se dit progressiste et ouvert à l'autre, tolérant. En fait, pas vraiment parce que il y a des nouvelles normes de croyance et lorsqu'on n'est pas dans ces nouvelles normes de croyance, en fait, du coup, on est, me concernant, au mieux taxé d'illuminé et au pire d'intégriste, ce qui est terrible en fait. Et j'ai un exemple pour parler de ça. Je me suis convertie pendant le confinement, quand le Covid est arrivé. Et en fait, après le confinement, lorsqu'on s'est retrouvés avec des amis comme tout le monde, on avait besoin de se retrouver, tout le monde avait besoin un petit peu un peu d'échange humain. Je me suis confiée, parce que vraiment je suis très pudique sur ces questions-là, des questions très intimes comme ça de la foi. Et puis c'est toujours un peu délicat comme sujet, mais là j'en avais parlé parce qu'on parlait de notre vie privée avec ma copine et je lui ai déclaré que je m'étais convertie au catholicisme avec un sourire vraiment, j'étais apaisée et elle m'a dit que ce n'est pas une bonne idée. Et j'ai trouvé cette phrase tellement violente parce que, comme si c'était une idée de vouloir se convertir, c'est ça le mystère de la foi, on ne sait pas pourquoi, ça nous tombe dessus, dans le bon sens du terme, évidemment, je le disais, le ciel m'est tombé sur la tête, mais dans le bon sens du terme. Et lorsque je lui ai dit,
décoincer un peu la situation, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de très grave comme discussion. Je lui ai dit, mais si je m'étais convertie au bouddhisme, t'aurais trouvé ça cool? Et elle m'a jeté un oui très froid qui a coupé court à l'échange, en fait, à notre discussion. Oui, d'accord. Alors, vous déplorez le regard inquisiteur de vos contemporains sur cette conversion et sur le christianisme en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette conversion, déjà? Oui. Ce qui est formidable, et je le remercierai toujours, c'est le père Martial. Évidemment, c'est pas son vrai nom. Je voulais pas donner son vrai nom dans le livre. Eh bien, ça s'est passé au paradis, si je puis dire. J'étais accueillie, j'ai reçu le baptême au paradis. J'étais partie en vacances en famille aux Seychelles avec mon époux et notre fils. Et là, le Covid tombe. Donc on a été confinés aux Seychelles et on a dû rentrer plus tôt que prévu en fait parce que tout était à l'arrêt et il y avait un avion qui avait été affrété. Air France avait mis à disposition un avion pour rapatrier tout le monde. Et en fait, 2 jours avant notre départ, je passe devant une église et j'entre pour voir un peu comment ça se passe aux Seychelles, dans les églises. C'était une église pleine à craquer, joyeuse. Il y avait des enfants qui couraient partout. Tout le monde était endimanché. C'était coloré. Et vraiment, il y avait une ferveur. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et donc, je m'approche du curé à la fin de la messe et je lui demande si il peut me convertir, que j'avais entamé mon catéchuménat, mais avec le Covid, tout était à l'arrêt, soudainement. Donc, j'avais peur de ne pas pouvoir être convertie. Et donc, il me demande de venir 2 jours plus tard. Ce que je fais 2 jours plus tard, j'arrive avec mon fils et mon mari, et je pense qu'il n'a pas très bien compris, en fait, ou il a oublié, je ne sais pas, et il m'a dit, mais où est l'enfant? Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, en fait, l'enfant, c'est moi. Et il m'a souri, il m'a dit, venez mon enfant, bien mon enfant. C'est beau. C'est magnifique. Et là, quand, je ne peux être que reconnaissante envers ce curé d'une bonté, d'une générosité, d'une tendresse. Et ça s'est passé sur cette magnifique plage, avec ce ciel bleu. Le paradis. Le paradis. Didier Maisto? Oui, je pense qu'il faut lire vos 2 livres simultanément. D'abord, Claire, le prénom de la honte, qui est peut-être, oui, une déclaration d'amour à la France, je dirais une déclaration laïque, une déclaration culturelle, c'est Marianne. Et puis, le jour où je me suis converti, c'est une déclaration d'amour à la France, mais sous le signe de la foi, c'est Marie. Et d'ailleurs, ces 2 figures sont très importantes, vous les citez souvent dans vos 2 ouvrages d'ailleurs. Qu'est-ce que vous, qui justement vous êtes arrivé en France, vous aviez 1 an, vous avez grandi d'abord dans la culture française, puis après, malgré tout, avec la culture turque, et notamment la culture religieuse, vous avez expliqué par ce satellite qui a été pour vous le début des malheurs, puisque vous posiez pas la question, vous parliez de Delon, Belmondo, le 20h, la culture française, l'école. Vous êtes un peu un passager clandestin de votre propre famille d'ailleurs, puisque quand vous allez dans le monde extérieur, si j'ose dire, vous êtes pleinement française. Et petit à petit, quand vous rentrez chez vous, vous voulez pas décevoir vos parents, vous n'avez pas envie de leur faire de peine, mais vous n'avez pas envie de vivre finalement selon les préceptes et les traditions d'un pays que vous-même n'avez pas connu. Ma question est la suivante: comment vous, avec ce parcours-là, vous expliquez cette détestation française pour tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une culture? Je parle même pas de foi, parce que là, c'est incroyable, mais disons dans cette culture de tradition chrétienne, catholique, la détestation des églises, la détestation de tout ce qui tourne autour. Et vous le dites vous-même, on m'a traité au mieux d'illuminé, au pire de facho, d'intégriste, vous avez une protection policière. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet état de fait? En fait, regardez, quand j'étais heureuse d'être devenue française, moi qui suis née au fin fond de l'Anatolie, de parents bergers, donc très pauvres, et que j'arrive en France et qu'au bout d'à peine 20 ans, je commence mon école de journalisme, je me dis comment ne pas être reconnaissante envers ce pays magnifique qui permet à tout être, pour peu qu'il en ait envie, qui s'en donne les moyens, de réussir, d'atteindre en tout cas l'objectif qu'il s'est fixé. Ça, je trouvais ça merveilleux. Et pour moi, maîtriser la langue française le mieux possible, c'était pour moi une victoire. Et au moment où j'y arrive, ces amis c'était mes amis, ça ne l'est plus, mais ces amis qui sont français de longue date me disent: attends, le français c'est plouc. Aujourd'hui,
c'est la culture anglo-saxonne, c'est être américain qui est cool, c'est parler anglais qui est cool. Donc, je sais pas, c'est assez terrifiant, terrible en fait de se dire en fait finalement on n'a pas sa place dans la société, comment ça se passe alors qu'on a fait tous les efforts. Et concernant la foi, encore une fois, mes livres ne sont pas des livres ni politiques, ni des livres de théologie, où moi je fais pas de prosélytisme, je raconte vraiment, je voudrais à travers mon témoignage décrire ce qui existe aujourd'hui en France et comment, qu'il y a des parcours. Le premier c'était sur l'émancipation d'une femme, mon parcours d'émancipation. Le deuxième c'est sur la liberté de conscience, voilà, pour montrer que ça existe. Mais ce sont des livres positifs, ça je tiens vraiment à le souligner. Et ensuite, quand je deviens catholique, donc moi j'ai pas reçu d'éducation religieuse, mes parents sont alévis, enfin mon père est décédé, paix à son âme, il est décédé du Covid d'ailleurs, mais j'ai été élevée dans une famille alévi, c'est une minorité religieuse en Turquie, mais c'est la deuxième croyance dans ce pays, la Turquie, et j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc la seule chose que je voyais concrètement c'était ma maman qui allumait des cierges le jeudi soir face au soleil. Elle priait le soleil pour la protection, elle demandait la protection du soleil, sur sa famille, et moi je pense que voilà, au moment où je deviens d'abord catholique, je me rends compte qu'en discutant après avec certains amis, en fait c'est pas bien non plus, apparemment c'est mal d'être catholique en France. C'est assez terrible, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un train de retard, mais bon, peut-être qu'à force d'être en retard, on va être en avance, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je trouve que oui, il y a une détestation parce qu'aujourd'hui la mode, c'est tout ce qui vient des États-Unis, mais c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi et je généralise absolument pas. Hein. Mais j'ai l'impression que voilà, tout ce qui vient de là-bas c'est cool et quand on n'est pas dans ces nouvelles normes, à force de noircir le tableau aussi, moi je dis pas que tout est beau et tout est rose en France, mais moi qui ai été élevée dans une culture étrangère, quelque part ça m'a sauvée entre guillemets parce que moi quand je sortais de chez mes parents, je ne voyais que les belles choses de la France. Même ne serait-ce que les façades des immeubles avec ces plaques commémoratives qui racontent quelque chose. Pour moi, tout racontait quelque chose. Je suis une grande observatrice et tout ça me touchait profondément. Vous racontez dans votre livre que votre famille n'a pas vraiment accueilli ça de façon très positive, votre conversion au catholicisme. Alors, d'abord, en fait, pas vraiment sur la question catholique, parce que sur la question de la religion, parce que ils ont coupé les ponts. En fait, j'ai été reniée par ma famille le jour où j'ai annoncé que j'avais rencontré l'homme de ma vie et que j'allais l'épouser. Donc ça, c'était en 2016. C'est mon père, en fait, qui m'a dit que j'étais indigne de faire partie de cette famille. Donc ils n'ont ni assisté à mon mariage, ni à la naissance de mon enfant. Et au début, ça me faisait très mal, mais après, voilà, je me suis, en voulant me faire mal quelque part, ils m'ont rendu encore plus libre, donc voilà. Et effectivement, il y a eu plusieurs étapes. Lorsque je suis revenue de ma cérémonie de naturalisation, eh bien, j'ai brandi ma carte d'identité française, toute heureuse, toute joyeuse de partager ce moment avec ma famille et quelques amis qui étaient là. Et j'ai dit que j'avais changé de prénom. Et quelqu'un, je me souviens plus qui c'était, quelqu'un m'a arraché la carte des mains pour voir. Et là, ils étaient tous à se passer la carte entre les mains et à dire, voilà... à quoi t'as changé ton prénom, mais c'est quoi Claire, mais c'est quoi, excusez-moi l'expression, mais c'est quoi ce prénom de merde? Et là, vraiment, c'était déjà blessant et ça m'a rappelé tout ce qu'il me disait avant, par petites gouttes comme ça, par-ci, par-là, que dès que je parlais de la fac où j'allais, je voulais faire ma française, ma salle française, et je disais, mais je veux bien que vous me disiez que je suis française, mais pourquoi salle? C'est terrible, en fait, d'être élevée dans une famille où tous vos choix sont remis en question, sont critiqués. Donc ça, c'était le premier choix, et la première étape, pardon, et ensuite, lorsque j'ai annoncé mon mariage, futur mariage, évidemment, c'était la fin. Et ma conversion, en fait, j'ai même pas pu leur en parler parce que du coup, au décès de mon père, je l'ai appris par texto, déjà par ma tante, la sœur de ma mère en Turquie. J'ai appelé ma mère, je sais pas, 50 fois, 100 fois, je sais même pas le nombre de fois où je l'ai appelée, elle ne m'a jamais rappelé. Donc, je sais pas si elle sait que je me suis convertie. En tout cas, moi, je l'ai dit à ma tante au téléphone, avec qui on se parle de temps en temps. Et j'ai bien senti que c'était un sujet épineux. Elle est passée à autre chose. Je l'ai redit, j'ai dit je me suis convertie au fait et je suis heureuse, je suis devenue catholique. Et bon, elle est passée à autre chose. C'était un sujet épineux. Voilà. C'est le seul membre de votre famille avec lequel vous avez encore des relations J'ai des contacts encore avec mon petit frère, mais c'est très, très, très... Comment dire, c'est des SMS
comment tu vas, ça va, et les petits, point. Oui. Pas d'autre échange. D'accord. Voilà. Dans votre récit, vous évoquez un événement qui nous a tous frappés, c'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ce soir-là, vous êtes envoyé sur place pour couvrir ce drame et vous assistez à une scène saisissante, une foule en larmes, silencieuse, recueillie. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord à ce moment-là et en y réfléchissant après, quel écho cet incendie de Notre-Dame a-t-il eu dans votre esprit ? Alors, c'était en 2019. J'étais pas encore convertie du tout. Et évidemment, je couvre l'actualité de manière générale. Donc, j'étais sur le point de rentrer chez moi. J'avais fini ma journée de travail. Et donc, mon chef vient me voir en me demandant d'aller sur place, qu'il se passe quelque chose de grave, qu'il y a une dépêche qui vient de tomber. Un grand incendie. On ne mesurait pas encore l'ampleur de l'incendie. Donc, voilà, je vais demander une moto pour aller plus vite sur les lieux et pouvoir décrire tout de suite ce qui se passe. J'arrive sur les lieux, effectivement, il y avait énormément de monde. C'était même... les premiers directs ont été quasi impossibles en vidéo, je veux dire, parce qu'en fait, tout était saturé, donc j'ai fait par téléphone. Et je me suis rendu compte que cet événement, il n'était pas seulement français, il était international. Il y avait des journalistes qui venaient de plusieurs pays étrangers. Il y avait aussi des touristes. Et le fait de voir ces larmes sur les visages... Oui, ça m'a fait quelque chose, j'avais jamais vu ça en fait. Et moi-même, je m'étais surprise, j'étais surprise de voir ce que m'évoquait aussi cet édifice qui a traversé le temps. Et tout le monde y voyait un symbole, tout le monde voyait soit une référence à la littérature ou à la fois à l'histoire de France. Et effectivement, c'est assez bouleversant. Il y a une séquence surtout qui m'a marquée, parce que le soir tombant, parce qu'il devait être 19h de mes souvenirs lorsqu'on m'a envoyé là-dessus, sur l'incendie. La nuit tombant, je suis restée assez longtemps. Il y a un monsieur qui est arrivé pour allumer une bougie et je lui ai demandé, pour préparer mon interview, pourquoi il était là, pourquoi il avait décidé de venir, qu'est-ce que ça lui faisait, qu'est-ce qu'il ressentait. Et il m'a dit qu'il rentrait du travail, qu'il n'était pas croyant, mais qu'il avait eu besoin de venir voir Notre-Dame avant de rentrer chez lui. Et ça m'a vraiment... ça m'a fait quelque chose. Didier Maisto ? Oui, vous avez rencontré justement la foi catholique, elle vous est tombée dessus grâce à une église, puisque vous étiez au CP, vous aviez 6 ans, vous avez changé d'itinéraire pour rentrer chez vous, et il y avait une église, vous êtes entré, et là, comme André Frossard, oui. Vous avez vu la Vierge Marie, et vous avez eu... immédiatement une illumination, une foi qui vous est tombée dessus, comme ça. Et vous avez attendu 30 ans avant de vous convertir. Donc, pourquoi cette attente ? Quel a été ce cheminement, cette maturation, cette sédimentation ? Alors, merci pour votre référence à André Frossard, grand académicien. Je n'aurais pas la prétention de me comparer à lui, évidemment. Grand académicien, un grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, un des seuls survivants de la baraque aux Juifs. Effectivement, je suis entrée... c'était le premier jour de la rentrée scolaire, j'étais au CP, et mes parents ne nous accompagnaient pas forcément ou ne nous emmenaient pas forcément le matin à l'école. On se débrouillait pour le faire seul. Et en rentrant de l'école, je ramassais des fleurs et j'ai pas fait attention au chemin que j'ai emprunté. En fait, j'ai pris le chemin inverse de chez mes parents. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu cette église avec les portes ouvertes, grandes ouvertes, et je ne savais pas que c'était un symbole d'ouverture, accueillant. Donc, j'entre tout naturellement, je fais quelques pas, je lève les yeux et je vois le visage de la Vierge. Et je ne sais pas si l'expression est juste, mais en tout cas, moi, je le sens, c'est comme ça que je le ressens, mais elle m'a transpercé le cœur. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, dans ce visage illuminé, dans ce visage plein de douceur et d'amour. À partir de ce jour-là, à chaque fois que je voyais une église, j'entrais et j'allumais des cierges. Et je faisais des prières dans ma tête toute seule. Je ne les connaissais pas, évidemment, je n'étais pas du tout convertie, mais je pense que ça a commencé là. Et j'ai mis 30 ans parce qu'en fait, je ne me suis jamais sentie légitime pour franchir le pas. J'avais peur du jugement des autres, j'avais peur qu'on me dise mais non, en fait, t'es pas assez prête ou c'est pas pour toi. Donc j'ai gardé ça, mais je continuais d'aller me recueillir à ma façon à l'église. Oui, parce qu'il y a cette pression dont vous parlez d'ailleurs. En France, en tout cas,
c'est pas bien vu d'être catholique. Et même les gens convertis ou pas ont du mal à exprimer leur foi ou simplement. Alors, il n'y a pas de prosélytisme, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de prosélytisme, et d'ailleurs, les églises en France sont vides, alors qu'aux Seychelles, où vous vous êtes fait baptiser, vous parlez de joie, d'enfants, ça fait encore partie de la culture populaire aussi, de la culture quotidienne des gens. C'est très préoccupant. Enfin, c'est très significatif quand on va en France dans une église. Il y a beaucoup de gens de couleur, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Hispaniques, beaucoup de gens, voilà, de la Réunion, etc. Plus du tout d'Européens blancs, etc. Et c'est mal vu en fait. Et comment vous l'expliquez ça? Alors bien sûr, il y a l'influence américaine, le matérialisme triomphant, un certain matérialisme dans la société française, dans la société occidentale, la fin des spiritualités. Et pourtant, il y a quand même des religions qui avancent. Qu'est-ce qui ne va pas avec la religion catholique? Alors, ça ne vous embête pas, on répondra à cette question juste après le bulletin d'actualité présenté par Marie Falicon. Je rappelle, nous sommes avec Claire Koch, l'auteur de Le jour où je me suis convertie, paru aux éditions Plomb. Et tout de suite, le bulletin d'actualité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors Didier Maïsso, je suis désolée, je vous ai interrompu tout à l'heure dans votre question, ou plutôt Claire Koch dans votre réponse. Je vous laisse reprendre. Oui, je vais répondre si vous êtes... Avec plaisir. Oui. Alors pour moi, je voulais rappeler la question vite fait. Oui. Pourquoi il y a cette détestation en France de la religion catholique et plus largement des catholiques eux-mêmes qui pratiquent leur foi un peu de façon clandestine ou avec une certaine peur au ventre? Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les réponses, mais en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est très factuel, ce que je vais dire. Mais pour moi, la laïcité, d'abord, c'est quelque chose de très précieux. C'est la culture judéo-chrétienne qui lui a donné naissance. Elle garantit quoi? Elle garantit à chacun la liberté de culte, la liberté de conscience. En gros, chez vous, vous pensez, vous faites ce que vous voulez, mais dans l'espace public, vous êtes discret. Donc, il faut bien souligner qu'il est possible d'être croyant et laïque en même temps. L'un n'empêche pas l'autre et ça, beaucoup l'ignorent. En revanche, cette laïcité sacrée, je tiens vraiment à le préciser, elle est mise à mal quand certains élus s'en servent par exemple pour faire disparaître notre héritage judéo-chrétien millénaire lorsqu'ils veulent remplacer le nom de Noël par fête de fin d'année. Ça veut dire quoi? Moi, c'est comme ça que je l'interprète et mes propos n'engagent que moi, évidemment. Est-ce que ça veut dire, ça pose la question de savoir est-ce qu'être chrétien en France, c'est mal? En tout cas, il y a une tradition chrétienne en France et moi, elle ne me dérange pas. Je pense il y a eu un maire écolo, il faut peut-être le rappeler, qui a proposé d'enlever tous les jours fériés relatifs à la religion catholique, passe au nom de la laïcité. Voilà, ça rejoint ce que je dis. Quand on attaque, c'est parce que voilà, c'est critiqué, c'est très critiqué. Et voilà, on l'observe aussi dans les églises qui se vident. Elles sont pas toutes vides, mais elles se vident. Voilà. Et puis en plus, quand dans votre entourage, les nouvelles normes de croyance, elles sont plutôt tournées vers les sorcières qui jettent des sorts, en plus qui viennent de la culture anglo-saxonne, et que moi je dis à mes copines pour sourire, moi je préfère les fées, ou alors je préfère la figure de Jeanne d'Arc, qui est comme une grande figure de l'histoire de France, ou celle de la Vierge Marie, on me riait au nez, quoi. C'est assez terrible. En fait, c'est vraiment un manque de tolérance. Et parce que il y a quelque chose de frappant, d'ailleurs, dans votre ouvrage et puis dans ce que vous exprimez aujourd'hui, c'est qu'en dépit de l'histoire familiale un peu compliquée de la Turquie, d'un certain intégrisme religieux, vous incriminez pas du tout l'islam. Vous dites, en fait, c'est plutôt la culture anglo-saxonne qui vient polluer tout ça, qui vient lutter contre les spiritualités. Pour vous, c'est vraiment des raisons de cet ordre-là. Moi, je le vois dans mon quotidien, en fait. Je dis encore une fois, quand vous allez voir dans les rayons des magasins, des librairies, il y a des produits dérivés de toutes sortes autour de, entre guillemets, la sorcellerie 2.0. C'est très tourné sur le bien-être personnel, ce qui est très bien en soi. Je veux dire, le bien-être personnel, ça permet aussi, si on est bien soi-même, d'être bien avec les autres. Ça n'empêche pas du tout de vouloir
promouvoir le bien-être collectif. Mais je trouve, oui, que on est bassiné par des modèles qui viennent aussi des séries américaines. Je pense à des séries comme Charmed, de Sabrina, etc. Sabrina la sorcière, je ne sais plus comment c'est l'intitulé, mais voilà, voilà, tout ça, ça a joué dans l'image de la sorcière qui a été... Ma sorcière bien aimée, voilà. Voilà, ça c'est encore une autre série, je crois, beaucoup plus ancienne. Ah bon. Mais, moi, je suis un peu vieux, hein. mais oui, bien sûr. On vous pardonne. Hein. Non, mais tout ça, bien aimé, il n'y a plus personne qui a les références. Hein. Vous savez, regardez. Moi, je m'en souviens encore parce que vous êtes au moins 2. Je dois être vieille alors. Alors, vous savez aussi, parmi mes amis avec lesquels je discutais après le confinement de ces questions-là, en fait, puisque tout le monde parlait un peu de sa vie, certains avaient s'étaient découvert une passion pour le pain aussi, hein, faire son pain soi-même, etc. On se souvient tous, j'imagine, des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux où tout le monde faisait son pain, enfin tout le monde ou presque. J'avais une amie qui, elle, avait découvert l'énergie des pierres, et donc elle m'expliquait que elle se sentait enfin bien, qu'elle avait trouvé un équilibre dans sa vie à travers les pierres énergisantes, qu'elle faisait des retraites chamaniques dans la forêt et dans les montagnes. Et voilà, c'est ça, les nouvelles normes de croyance. Encore une fois, moi, je ne critique personne, je ne juge personne, je ne me permettrai jamais. Mais quand moi, ensuite, c'est à mon tour de donner, de révéler une partie de ma vie très, très personnelle, c'était pas la même tolérance que je recevais en face. Vous faites référence à la phrase attribuée à André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Aujourd'hui, en tant que journaliste, que chrétienne, que témoin, ce siècle vous paraît-il en recherche de spiritualité ou au contraire en fuite ? Et en tant que laïque aussi. Et en tant que laïque. Oui, je pense, et encore une fois, c'est mon analyse personnelle, depuis la nuit des temps, l'humain a besoin de croire en quelque chose. On le voit, on l'a vu pendant le Covid, certains se sont tournés vers les pierres énergisantes, d'autres vers la foi, les 3 religions, d'autres vont croire en eux-mêmes, d'autres en leur café du matin, d'autres dans le journal qu'ils vont lire le matin. Bien sûr que moi, c'est ce que j'observe de manière assez factuelle, on a toujours besoin de croire en quelque chose, évidemment. Didier Maisto. Oui, ou de ne pas croire, ou de ne pas croire. Notion, en fait, de soft power à l'américaine. Parce qu'en réalité, ce que vous dites, c'est que ce soft power, hein, comme on l'appelle, pardon pour les auditeurs, hein, mais c'est cette, je sais pas comment on pourrait dire, cette puissance douce, influence douce, voilà. C'est-à-dire le fait pour des idées d'influer comme ça, de se diffuser lentement dans une société sans en avoir l'air, quoi. Hein. C'est un peu le nudge aussi, c'est-à-dire des séries, on a parlé des séries qui sont autant de vision du monde, une mode vestimentaire, la musique, un certain discours politique, un certain matérialisme mis en avant, des marques, Coca-Cola, machin, qui font des pubs pour le sport et qui, petit à petit, irradient complètement toute la société. Est-ce que vous diriez que c'est ça, en fait, qui manque, c'est ce soubassement, ces racines, cette profondeur, qui fait que, en parallèle, eh bien, les pierres, le développement personnel, tout ce qui n'a pas d'histoire et qui est détaché, finalement, parce qu'une pierre, on peut la trouver partout sur la planète, il n'y a pas besoin de la déterrer, on vous la vend, on vous la polie. Est-ce que ce n'est pas ce prêt-à-penser, ce prêt à vivre, à consommer, qui fait que les gens désertent aussi la spiritualité plus profonde? Disons que la spiritualité, la religion, elle a toujours, lorsqu'elle est traitée, en tout cas pour la foi catholique, parce que je vais parler de ce que je connais un peu mieux, c'est toujours pour en parler de manière négative, donc forcément ça n'aide pas à donner une bonne image ou à montrer autre chose. Tout est réduit à son aspect exclusivement négatif, ou alors pour montrer qu'ils sont ringards, qu'ils sont rétrogrades, voilà. Ça, évidemment que ça joue beaucoup, mais tout comme l'identité française que j'aborde dans mon premier livre, où j'explique en fait que ce qu'il faut, moi je pense, hein, c'est donner envie d'aimer la France.
C'est ça le plus important en fait. Et en fait, rien autour de nous ne donne envie d'aimer la France parce que dès qu'on aborde cette question, on est taxé, je sais pas, de tous les noms, de facho, d'ultra-patriote, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est assez terrible en fait parce que moi qui suis issue d'un pays étranger, je suis née à l'étranger, de parents étrangers, de me dire à moi que c'est mal de devenir français ou d'aimer la France, c'est facho, je trouve ça d'une xénophobie terrible en fait. Et ça vient très souvent de personnes qui se présentent comme progressistes, ouverts, antiracistes, etc. Et en fait, ce sont les premiers à vous renvoyer, à faire de vous... ils font ce que j'appelle l'assignation à résidence identitaire perpétuelle. C'est terrible en fait, et c'est un peu pareil pour la foi catholique, on ne la traite que sous un aspect négatif, mais pour moi, sans l'âme chrétienne de la France, eh bien la République, elle ne serait pas ce qu'elle est, sans socle commun. C'est valable pour n'importe quel autre pays, tout pays est en partition. C'est aussi les digues de la République que l'on risque de détruire en voulant absolument... ne traiter que l'aspect négatif de la croyance. Et d'ailleurs, dans cette conversion, pour vous, justement, elle était importante également pour ça. C'est-à-dire, vous ne vous sentiez pas pleinement et totalement française si, en plus, vous n'étiez pas catholique. Alors, et vous ne vous sentiez pas légitime, vous dites vous-même, j'avais besoin d'être catholique pour être pleinement française, si je reprends vos mots. Oui, et alors ce que je dis, attention, je ne dis pas que je suis le modèle à suivre et que tout le monde doit faire comme moi. Moi, c'est mon histoire personnelle. Pas de prosélytisme, voilà. C'est votre histoire. Non, bien sûr, et puis surtout, je ne veux pas juger les autres qui ne font pas les mêmes choix que moi. C'est un réflexe de français et de catholique, ce que vous dites. Alors, attention, je ne veux pas faire de prosélytisme, attention. Non, alors moi, ce que je vais dire, c'est que ce que je dis, c'est mon histoire personnelle. Je dis pas qu'on peut être français. Je dis que, pardon, je vais reprendre. Donc, je tiens bien à préciser que c'est mon histoire personnelle, que je ne porte pas de jugement sur les autres, mais je voudrais qu'on soit tolérant à mes choix. Évidemment qu'il est possible d'être français avec des origines étrangères ou une croyance étrangère. Ce qui compte, c'est d'aimer la France. Et voilà, pour moi, c'est le plus important. Comment redonner aux Français et aux jeunes en particulier l'envie d'aimer la France ? Eh bien, en racontant d'abord les belles choses de la France, avant, derrière, de noircir le tableau. D'abord, commencer par à raconter la belle et grande histoire de France. Pourquoi, moi, les rois de France m'intéressent ? Parce qu'ils sont français. Pourquoi la République française m'intéresse ? C'est parce qu'elle est française. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, si on apprend à aimer son pays, évidemment que ça va faire des Français qui vont défendre la France. Je veux dire, être français, un jour, quelqu'un m'a demandé ce que ça voulait dire d'être français. J'avais dit, c'est aimer la France. Et entre-temps, ma pensée a un peu évolué. Je pense que, évidemment, c'est aimer la France, mais c'est aussi la défendre. Surtout en ce moment où le pays est divisé plus que jamais. C'est assez terrible. Et donc, il faut, je pense, apprendre la Marseillaise, expliquer ce que c'est que la Marseillaise, expliquer ce que c'est que la laïcité, liberté, égalité, fraternité. Notre devise républicaine, il faut l'expliquer. Il ne faut pas juste dire ces mots-là. Il faut expliquer, raconter ce qu'exprime, ce que symbolise, ce que raconte le visage de Marianne. Ça, c'est très important dans les manuels scolaires. Elle n'a pas tant de place que ça, en fait. Donc, c'est notre symbole qui nous réunit français. C'est ça, le symbole autour duquel on doit tous se sentir français. Sinon, un jour, j'avais été invitée sur un plateau, quelqu'un disait, une élue disait... Enfin, c'était pas une élue, c'était une militante politique qui disait il faut pas parler d'intégration aux enfants issus de l'immigration, faut surtout pas leur parler d'assimilation. Et je lui ai dit mais il faut parler de quoi ? De communautarisme. À quel moment on donne envie d'aimer la France ? Il faut quand même expliquer qu'on est en France. Moi qui suis originaire d'un pays étranger, de la Turquie, j'ai jamais entendu un Turc dire qu'il aime pas la Turquie et qu'il ne se sent pas turc. C'est impensable. L'assimilation, vous serez d'accord pour dire que c'est une intégration réussie ? Pour moi, ça n'engage que moi, et moi je fais pas de politique. Pour moi, l'assimilation, c'est l'inverse du racisme, c'est devenir français au même titre qu'un autre, c'est trouver sa place dans la société, c'est le droit à comment j'appellerais ça, le droit à être traité comme un Français de longue date, à part entière, voilà.
Claire Koch. Et surtout, peut-être faut-il préciser, on a besoin pour cela de ne rien renier. Ni Non, de ses et croyances, vous avez ni de tout ses à fait convictions. raison. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien distinguer origine et identité. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est. Je le dis parce que très souvent, l'argument de ces militants politiques, c'est de dire l'assimilation, ça veut dire que on vous oblige à effacer vos origines. C'est pas vrai. C'est impossible d'effacer ses origines, même sur son visage. Et puis pour moi, ce serait insensé. C'est ce qui fait aussi notre histoire personnelle. Et puis l'identité, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui s'ajoute au fil de votre vie. Moi, je suis une femme, je suis une maman, je suis auteur, je suis journaliste, je suis une épouse. C'est ça l'identité, c'est quelque chose qui s'additionne. L'origine, c'est la nature, et l'identité, c'est la culture, on peut dire ça? Ah, je trouve, ouais, je trouve que c'est joli. Et puis vous voyez, on parle de culture. Moi, ma culture, elle est française. Moi, je suis française. Je ne connais que ce pays. J'ai grandi ici. Et je vais vous dire même une chose. En 2016, j'avais été travailler pendant un mois dans mon pays d'origine, dans le pays de mes ancêtres. Donc, je tiens aussi à préciser que la Turquie, je l'aime, mais c'est le pays de mes ancêtres. Moi, mon pays, c'est la France. Et en fait, j'ai été là-bas pour travailler en tant que correspondante française. Et c'est là-bas qu'en fait, j'ai compris que j'étais française, à 100%. Et c'était la finale de la Coupe d'Europe, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y avait Portugal-France. Je ne sais pas, ceux qui sont fans de foot doivent peut-être avoir la référence. Je me souviens de ce moment, j'étais dans un bar avec des amis turcs. Et il y avait l'hymne national portugais qui résonnait. Donc tout le monde applaudit. Et arrive la Marseillaise, il n'y a pas un bruit. Et là, je sais pas, ça m'a pris. J'avais besoin de montrer que moi, j'étais fière de cette Marseillaise. Et je me suis levée sur la table et j'ai chanté la Marseillaise avec le poing levé. J'étais seule, ils devaient se dire, c'est quoi cette folle? Et en fait, à la fin, tout le monde m'a applaudi. Et voilà, et je crois que c'est aussi à l'étranger qu'on se rend compte, en fait, qu'on aime son pays. Merci beaucoup Claire Koch. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste et auteur d'un livre intitulé « Le jour où je me suis convertie » aux éditions Plomb, le récit d'un cheminement spirituel et le regard d'une femme, d'une Française sur l'état et le devenir de cette identité chrétienne. Merci et vivement le 3e livre. Et merci Didier Maisto. Ainsi soit-il. À la semaine prochaine.